On l'a tous déjà lu ou entendu au moins une fois, cette petite phrase condescendante. C'est juste un truc pour ados. Quand un film a le malheur de cibler les 10-18 ans, soyez sûr que la presse cinéma ne le prendra pas, ou peu, au sérieux. Maintenant, imaginez que les ados ne soient pas seulement le public cible d'un film, mais son sujet central. Là, soyez encore plus sûr que la critique ne le prendra pas beaucoup au sérieux, même si le teen movie est depuis longtemps un genre très rentable et très officiel, avec ses archétypes, ses codes et ses thèmes récurrents. Bien souvent, le teen movie parle de popularité, de rivalité, et bien sûr, de dépucelage avant l'entrée en fac. Les blagues grasses, les cours, le gymnase, les hormones qui s'agitent, les bulletins scolaires et le bal de fin d'année, autant de péripéties propres à l'adolescence. Dans cet épisode, nous allons tenter de voir comment certains films ont su détourner, chacun à leur manière, les habitudes du genre pour explorer 5 thèmes précis. J'entends les puissances étrangères qui défendent le vice-lardisme, le couinage et le sodomage dire en République populaire et démocratique de Bubune, les hommes n'ont pas de droit. À sa sortie en 2014, le second film de Riyad Sattouf n'a pas été vendu comme un teen movie, à l'inverse de son premier long métrage, Les Beaux Gosses. C'est chose logique, car si Les Beaux Gosses se concentrent bel et bien sur l'adolescence, Jackie au Royaume des filles mise davantage sur l'aspect politique et religieux de ses arguments. Qu'elles endurèrent pour sauvegarder l'enseignement simple de Bubune première, mariez-vous, mangez la bouillie et priez les chevalins pour purifier vos cœurs. Dans un futur proche, mais indéterminé, nous découvrons une société matriarcale où les femmes gouvernent en maîtresse absolue et où la charia est joyeusement appliquée par ces dernières. Sorti à une époque où le mot caricature pesait moins lourd sur les consciences, nous sommes 1 an avant les attentats de Charlie Hebdo, Jackie au Royaume des filles subvertit les codes vestimentaires et culturels du monde musulman avec une insolence digne des Monty Python. Après ton cours avec Julien, alors pas avant. Oui, maman. Tiens, regarde les nouvelles voileries aussi. Moi, monsieur Jackie, faut pas faire cette tête. Moi, c'est vous que je préfère. Je trouve que vous êtes le plus beau du pays. Au fait, je voulais vous dire, je pense à vous tous les jours. Oh, c'est vraiment gentil. Je pense à vous même dans mon lit. Blasphémerie. Mais si le film réussit son coup, c'est bien grâce à une structure et des enjeux dignes d'un teen movie pur sang. Premier amour impossible, déchaînement hormonal et, en ligne de mire, un bal gigantesque organisé par le gouvernement où toutes les familles emmènent leurs fils à marier dans l'espoir qu'il soit choisi pour être le futur compagnon de la colonelle, le grand couillon. Si l'on ne croise aucun lycée dans Jackie au Royaume des filles, les désirs contrariés du héros et le compte à rebours jusqu'à cette étrange balle de promo ne laissent planer aucun doute quant au genre auquel Jackie au Royaume des filles fait allégeance. Alors que les beaux gosses poussaient dans ses retranchements les codes du teen movie, Jackie au Royaume des filles s'en sert de son côté comme les rouages d'un véritable univers parallèle. Après l'étrange futur de Jackie, retour dans le passé avec le premier film d'époque de cette sélection. Sorti en 2010, Dirty Girl se passe en effet dans l'Amérique de 1987. Comme pour se débarrasser des formalités, Dirty Girl coche d'entrée de jeu toutes les cases du teen movie. Un personnage très porté sur le sexe, un autre timide et mal dans sa peau, des blagues salaces balancées en plein cours à la face du prof. What are your thoughts on the pull-out method? Sans compter des engueulades épiques avec les parents et beaux-parents. After this weekend, Danielle will see the wisdom and let me be her daddy. Yeah? Does that mean this guy would be my brother? Well, that a problem? Yeah. Considering I fucked him. He took the bomb. Mindy, go to your room. Don't you! Hey! Hey! Calm down, I'm bigger and I will win. Bref, on se croit en terrain conquis,
et on a tort. Les personnages principaux, Daniel et Clark, respectivement incarnés par Juno Temple et Jeremy Dozier, sont forcés de se rapprocher le temps d'un cours réservé aux élèves turbulents. Fatalement, on les imagine déjà se serrer les coudes dans leur marginalité, tomber amoureux l'un de l'autre, accepter leurs différences respectives en faisant face à tout le reste du bahut, et ainsi mieux s'accepter eux-mêmes. Des attentes très légitimes auxquelles Dirty Girl tourne pourtant le dos. Après une vingtaine de minutes, le teen movie Dirty Girl se transforme en road movie. En réponse à une ultime dispute avec son beau-père, Danielle décide de tailler la route à la recherche de son père biologique. Faute de voiture, elle force la main à Clark pour qu'il la conduise jusqu'en Californie. Le réalisateur Abe Sylvia désamorce donc les attentes générées par la caractérisation de son héroïne. Montrer ces deux personnages prendre la fuite, voilà une belle façon de dessiner leur marginalité. Au lieu de faire semblant d'avoir leur place dans ce lycée ou de faire des concessions, ils restent eux-mêmes et s'en vont, tout simplement. Là où Dirty Girl se montre original dans son approche du teen movie, c'est dans cette manière de dépeindre deux ados qui apprennent à se connaître sans plus souffrir des jugements extérieurs, ni être forcés de mesurer leur valeur vis-à-vis des gens de leur âge. Loin de se la jouer Bonnie and Clyde version lycéen, Daniel et Clark ont, tout simplement et tout naturellement, envie de foutre le camp de chez eux, de leur lycée, et partant des codes habituels du teen movie. Enfin, précisons que le personnage de Clark est homosexuel, élément qui coupe l'herbe sous le pied à toute tentative de raconter une banale amourette entre lycéens. La quête du père biologique de Daniel reste ainsi l'enjeu central de Dirty Girl, film aussi marginal vis-à-vis du teen movie que ne le sont ses personnages par rapport à leur environnement. Dernier élément frappé au coin du bon sens, le fait de placer le récit en 1987 n'est pas un caprice nostalgique. À cette époque, aucun portable à l'horizon. Une fois que les deux amis prennent la route, ils coupent bel et bien leur lien avec l'école et la famille. Ce détail ajoute à la sensation de liberté qui berce Dirty Girl, exemple rare de teen movie dont une grande partie se déroule, et c'est tant mieux, à ciel ouvert. Autre film d'époque, Virgin Suicides remonte plus loin dans le temps que Dirty Girl et situe son récit dans les années 70. La logique voudrait que le thème accolé à Virgin Suicides soit, précisément, le suicide. Mais le film gagne en puissance grâce à un thème sous-jacent, le vide laissé par un être cher, et le spleen qui en découle. Premier long métrage de Sofia Coppola, Virgin Suicides est, comme un fait exprès, l'adaptation du premier roman de Jeffrey Eugenides. La première fois du romancier, devenue première fois de la cinéaste, utilise des figures imposées du teen movie pour capturer l'essence de cette période douloureuse. En soi, Virgin Suicide ne triche pas avec la convention la plus répandue des teen movies, une bande de copains cherche à approcher les plus jolies filles de l'établissement. Cet enjeu tout simple ouvre grand la porte à une mélancolie tenace dont la vraie nature est d'abord distillée par petites touches. Ici, la présence spectrale de la jeune Cecilia, partie à l'âge de 13 ans. Ailleurs, la quiétude anormale d'une chambre endeuillée par le départ de la cadette. Ailleurs encore, un père de famille prostré qui se parle à lui-même. Comme l'écrivait le romancier dans les dernières pages de Virgin Suicides, à la fin, nous avions des pièces du puzzle, mais de quelque façon que nous les assemblions, des troubles subsistaient, vides aux formes étranges, délimités par ce qui les entourait, comme des pays que nous ne pouvions pas nommer. Teen movie d'époque, Virgin Suicides fait preuve d'une sensibilité constante, et ce jusque dans un épilogue où, plus que jamais, le spleen envahit les êtres, les choses et les lieux. Autre convention qu'il plie à sa sensibilité, le film de Sofia Coppola place une scène de bal au milieu du récit plutôt qu'à la fin, signe supplémentaire que ce teen movie pas comme les autres a quelque part fait le deuil de l'insouciance habituellement véhiculée par le genre.
Aussi triste soit-il, Virgin Suicides demeure ceci dit un monument de chaleur humaine comparé au film suivant de la sélection. Imaginez un instant que Michael Haneke, réalisateur allemand de Benny's Video, Funny Games ou encore La Pianiste, réalise un teen movie au Mexique. On n'en est pas loin avec Después de Lucia, dont la jeune héroïne, Alejandra, vient de perdre sa mère, la Lucia du titre. Vivant désormais seule avec son père, Roberto, l'ambiance du scénario n'est pas réjouissante et suffirait à elle seule pour que Michael Haneke s'y attarde, à grand renfort de plans fixes. Plus que le deuil d'une mère, c'est un autre drame qui intéresse le réalisateur Michel Franco, celui vécu en sourdine par Alejandra, victime de harcèlement scolaire dans son nouvel établissement. C'est par cette souffrance cachée que Después de Lucia pioche ses armes au sein du teen movie. La fête alcoolisée ? Elle y est. Les scènes en classe ? Il y en a aussi. Les passages au réfectoire ? Également. Mais ce portrait d'adolescente est travaillé par une solitude si extrême, par une souffrance si quotidienne, que l'on comprend mieux le sens de son excellente affiche française. Le genre du teen movie, si souvent porté sur des personnages soit très timides, soit très obsédés, trouve ici un exemple d'adolescents qui se laissent aller à leurs penchants les plus cruels, et ce sans aucune réserve. Tous les possibles moments de joyeuse agitation, de découverte de soi que pourrait vivre Alejandra, Michel Franco les transforme en autant d'épreuves. Nunca se la mamé. Sí, Juan Manuel. ¿Y por qué están todo el día juntos? Estoy todo el día con ustedes. Estás todo el día con José, no me mientas. No me hagas esa cara. En conséquence, on tient ici l'un des très rares longs métrages qui réussissent à mettre en scène une chose qui peut s'avérer agaçante pour le public, l'impuissance psychologique. En temps normal, on aimerait dire à un personnage tel que celui d'Alejandra de réagir, de se secouer, de ne pas se laisser faire. Avec une absence quasi totale de musique, Después de Lucia nous fait ressentir de plein fouet la paralysie de la victime. En résulte cette silencieuse descente aux enfers, prototype de film pour ados dont on aurait supprimé absolument et définitivement toute joie de vivre. Une tonalité particulièrement rare pour un teen movie, si dépressif qu'il forme rien moins que le côté obscur du genre. Direction le Japon pour la dernière et plus longue étape de ce voyage. Les émotions, au collège et au lycée, connaissent rarement la demi-mesure. Si on est humilié, moqué, poussé à bout, le ressentiment peut vous donner de très sérieuses envies de meurtre. Heureusement vous êtes gentil, vous êtes civilisé, vous jouez le jeu du règlement intérieur et vous ravalez votre haine. Du moins jusqu'au jour où les règles sautent. Dans une société japonaise où le chômage et la délinquance juvénile explosent, le gouvernement met en place une sortie éducative un peu spéciale appelée Battle Royale. En fin d'année, une classe est sélectionnée au hasard et, se croyant partis pour un petit voyage scolaire, les élèves se retrouvent sur une île où ils devront s'entretuer pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant. On parle de pamphlets politiques, de jeux de massacre nihilistes, mais on cite trop rarement le genre profond auquel appartient Battle Royale, le teen movie. Pourtant, les fondations même du long-métrage, celles qui lui permettent autant de ruptures de ton, sont bien celles du film pour ados. Battle Royale débute son récit par le retour sur le continent de la grande gagnante du dernier jeu. Cette mise en bouche, si elle pointe du doigt la médiatisation obscène de l'événement, laisse ensuite de côté la célébrité des vainqueurs. Ce thème ne sera jamais abordé dans le film, pas plus que les traumatismes causés aux lycéens. En l'occurrence, le héros, Shuya Nanahara, hanté par le suicide de son père, n'a rien du bellâtre sûr de lui. Cette émotion, le cinéaste la garde en tête tout le long de Battle Royale. Car en réalité, ces 3 jours en enfer sur une île loin de tout ne sont rien d'autre qu'une substitution au bal de fin d'année. Certains y vont seuls, d'autres s'y rendent main dans la main, d'autres encore maintiennent le cocon protecteur formé par leur groupe de copines, d'autres refusent carrément d'entrer sur la piste de danse, pendant que les plus frustrés en profitent pour régler leur compte.
sans les flingues, sans la violence, et en remplaçant les conflits survivalistes par des conflits amoureux, Battle Royale aurait tout à fait pu être un teen movie conventionnel. Ironie du sort, ce n'est pas Kenji Fukasaku, alors âgé de 71 ans, qui devait au départ réaliser Battle Royale, mais son fils, Kenta Fukasaku, qui avait lu le roman original de Takami Koshun. Comme le dira lui-même Kenji Fukasaku, j'ai un peu volé l'idée à mon fils. Pour me faire pardonner, je lui ai laissé rédiger le scénario et gérer la production. Quant à la réaction du fils, Kenta Fukasaku, lorsque son papa se mit en tête de réaliser Battle Royale, elle tient en 2 lignes. Faire un film où 42 adolescents s'entretuent, franchement, pour un septuagénaire, ce n'est pas raisonnable, on risquait de se moquer de lui. Considérant que Battle Royale n'a rien perdu aujourd'hui de son cynisme explosif, on peut dire que le vieux Kenji a eu raison de s'approprier le projet. Kenji Fukasaku entama la réalisation de Battle Royale 2, mais disparut avant de mener le projet à bien, et c'est finalement Kenta Fukasaku qui prit les rênes de cette suite, aujourd'hui oubliée. Un teen movie filmé par la vieille école du cinéma japonais, il fallait bien un tel paradoxe pour que ce récit adolescent traverse le temps sans perdre un gramme de sa jeunesse. Pour l'anecdote, la sortie de Battle Royale au Japon côtoya une actualité des plus atroces. La tête d'un adolescent fut découverte sur la grille de son lycée, décapité par un de ses camarades. Ce crime n'a fait que jeter de l'huile sur ce brasier qu'est Battle Royale, et le ministère de l'Éducation ne se fit pas prier pour lancer un appel au boycott du long-métrage. Voilà qui explique pourquoi l'étiquette sans doute trop innocente de teen movie n'a pas aussi peu été associée au film, même après 2 décennies. Nous arrivons à la fin de ce bref tour d'horizon. Bien sûr, bien d'autres exemples de teen movie auraient pu nourrir ce top 5, comme Donnie Darko, Bully ou encore Love Exposure, donc n'hésitez pas à laisser vos remarques en commentaire et bien sûr à nous dire si vous avez apprécié cette toute première vidéo de l'Infini Détail. Merci à tous, à bientôt.